voilà, je vais vous faire part d'une situation qui nous a marqué au sein des accueils de jour. Évidemment, on rencontre beaucoup de situations du même type qui vient d'être décrite par nos collègues de l'EHPAD. Et on se rend compte que certaines situations nous attachent plus que d'autres, certaines situations nous amènent plus à nous poser des questions. Et celle que je vais vous présenter en est une. Alors c'est l'histoire d'une rencontre en réalité entre Robert et Rose. D'abord Robert, lui, il est né en Hongrie en 1927 et nous on le connaît comme un ancien déporté. Et son histoire de vie, elle est beaucoup marquée par cette histoire. Et d'autant que c'est un des rares rescapés des camps de la mort. Alors lorsqu'il rentre à l'accueil de jour de Lauzet, il est veuf depuis plusieurs années et nous le connaissons au travers de ces deux filles qui sont des filles aimantes, très investies, elles ont des métiers très prenants, je crois, dans des grands groupes. Mais elles sont très attachées à leur papa et elles l'accompagnent vraiment au plus proche. Et ce monsieur, d'après ce que j'ai vu dans le dossier, donc, avait été diagnostiqué Cordélie. Mais on va dire que ce qui a vraiment marqué le souvenir et sa présence, c'était surtout son humeur. C'était un monsieur très simple, très sobre, très courtois, mais qui avait une forme de dureté envers lui, et une dureté aussi qui s'est traduite après, on va dire, que nous avons ressenti en tant que soignants. Ce qui nous a marqué au travers de ce monsieur, c'était son manque de goût, de goût à la vie. Et souvent, il nous formulait son souhait de ne pas continuer. Tous les lundis, il venait et dit bon, je vais ici, je ne sais pas à quoi ça sert, et puis je vais partir, voilà. Et il disait à quoi bon tout ce que vous faites là autour de moi, c'est bien gentil, mais ça sert à quoi? Je suis vieux, je vais mourir. Voilà. C'était un peu ça qui nous renvoyait. Et cependant, il venait tous les lundis. Il avait une grande régularité. Il y avait des gens qui parfois faisaient des absences. Lui, il était là, présent tout le temps, à tous les ateliers et à tous les jours où il devait venir. Alors, ce monsieur, comme je le disais, c'était un monsieur qui était très apprécié de l'équipe, parce que l'équipe était frappée par son histoire, mais en même temps, il a commencé à formuler de plus en plus de critiques des critiques qui étaient d'abord portées sur lui, il se demandait ce qu'il faisait là, à quoi ça servait, et puis de plus en plus ces critiques elles étaient retournées contre nous sur le lieu. Alors il faut savoir que Lauzet effectivement est une institution de culture juive, donc il y a toute cette histoire avec des rescapés, des survivants. Donc on ne faisait pas assez bien notre travail, en quelque sorte, que les soignants ne préparaient pas assez bien leur atelier, que les aînés, les questions qu'ils posaient, n'étaient pas toujours adaptées, que l'organisation de la direction laissait à désirer. Et puis, je tiens à vous dire qu'à ce sujet, comme c'est un ancien militant communiste, je peux dire qu'il en avait pas mal sous le pied pour remettre en cause l'organisation, tout ça. Alors, au fur et à mesure alors, il occupait beaucoup nos réunions, et parce que on commençait à être un petit peu en difficulté, et on s'était plus ou moins habitué à ces critiques, voire on s'était un petit peu blindé, et donc on glissait un petit peu sur ce qu'il pouvait nous renvoyer, parce qu'on était convaincus, et au bout d'un moment, que tous les efforts qu'on faisait, finalement, c'était vain, et que ça n'aboutissait pas. Donc on avait un petit sentiment d'échec et en même temps un petit peu de culpabilité, je ne sais pas trop comment décrire ça, parce qu'on sentait vraiment qu'il fallait qu'on se démène pour ce monsieur, mais quand même, on a remarqué que à certains moments, les équipes commençaient à dire voilà, on va voir
qui pour M. Lovy, parce qu'il cassait les dynamiques de groupe. Donc ça ne s'orientait pas que sur les soignants, ça commençait à atteindre tous les efforts qu'on pouvait faire pour qu'il y ait une activité commune. Alors, il y a eu un changement, une aggravation, et les filles on va appeler Robert, disaient que son état se dégradait à la maison et qu'il commençait à avoir des idées noires. Et elle nous demande d'augmenter le nombre de journées. Alors, imaginez les discussions qu'on a pu avoir au sein de l'équipe. On était un petit peu en difficulté. Ce monsieur ne manque pas de nous dire qu'il s'ennuie et qu'il n'a pas envie de venir. Et il nous dit à quoi bon. Et nous, à côté, bon, il y a les filles qui s'inquiètent de son état qui se dégrade d'une certaine manière. Et du fait qu'il tourne en rond chez lui, elles ont très peur. Elles nous disent prenez-le plus souvent, prenez-le autant de jours que vous. Donc voilà, bon, dans ce que j'ai pu voir dans les comptes rendus, puisque c'est un monsieur que nous avons accompagné il y a quelques années, j'ai pu voir qu'on a accepté une journée en plus, mais pas vraiment avec entrain, quoi. C'est-à-dire qu'on se demandait où est-ce qu'on allait aller avec cette histoire. Et puis, un jour est arrivée Rose. Alors Rose, j'ai vu peu de choses sur son histoire de vie. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle est née en 1939, elle était née au Caire, elle a eu une vie de famille. Elle était diagnostiquée Alzheimer, mais par contre c'est autre chose. C'est-à-dire qu'elle montrait son goût pour la vie. On voyait bien qu'il y avait beaucoup de limites à ses capacités. Voilà, c'était une maladie qui avait un petit peu avancé. Mais en tous les cas, elle montrait un goût, elle dansait. Souvent, on la prenait en train de chanter. Donc c'est une personne qui était assez rayonnante, voilà, et qui entraînait, qui avait beaucoup de dames qui étaient autour d'elle, voilà. Et moi je n'ai pas trop suivi l'affaire. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un séjour thérapeutique, nous organisons des séjours de vacances, au retour de ce séjour, visiblement il y a eu un rapprochement ou une rencontre avec Robert. Alors, ce qu'on a pu constater, nous, c'est que l'attitude de Robert a changé alors, de manière assez radicale, puisque Robert venait aux ateliers, il venait avec plaisir, il ne remettait plus en cause ce qu'on faisait, il était moins sévère avec la qualité des ateliers. Et pour tout dire, ça n'avait pas vraiment d'importance les ateliers. Ce qui comptait pour lui, c'est qu'autant que possible, il se mettait dans les mêmes lieux que Rose. Nous avons regardé cela. Alors, si on prenait les 3 bulles qui étaient présentées par nos collègues, évidemment, ça nous a amené, nous soignants, à nous positionner. On a regardé ça avec un petit peu d'amusement, dans un premier temps. Et puis, il y a eu une sorte de cycle vertueux, c'est-à-dire qu'il avait plus de plaisir à venir en atelier, nous on était plus agréable avec, on était content que ça lui fasse plaisir, donc on se disait qu'on faisait un meilleur travail. J'ai lu dans un compte rendu aujourd'hui, Robert a souri, donc c'était extraordinaire. Et on constate que lors des repas, évidemment, il trouvait l'occasion de se mettre à côté de Rose, mais également il se mettait à aider d'autres personnes qui étaient plus en difficulté pendant les repas. C'est-à-dire qu'il s'orientait vers les autres et il essayait d'aider. Donc, je fais le lien avec le lien de dépendance dont on parlait Jérôme Pellerin tout à l'heure. Alors, les choses évoluent de manière plutôt positive, et puis, Robert accompagne Rose chez elle, ils font le trajet ensemble, il y a quelque chose qui s'installe, et puis un jour, un lundi, on reçoit un appel, il y a eu, on va dire, une forme d'inquiétude au sein des enfants, c'est qu'ils ont retrouvé Robert et Rose allongés ensemble. Et là, je dois dire, il y a eu une forme d'inquiétude des enfants, et pour certains, des demandes un petit peu incongrues en nous disant mais attendez, là où on va,
il faudrait peut-être faire attention, il y a quand même la mémoire de ma mère, il y a la mémoire de mon père, les deux étaient veufs et veuves. Et comment ça va se passer? Voilà, il y a eu des tas de questions. Moi, j'ai souvenir que une des familles nous a demandé de les séparer, de faire en sorte qu'il ne se passe rien au sein de l'accueil de jour. Et nous, évidemment, on s'est posé la question de savoir jusqu'où on devait aller dans cet accompagnement, où est-ce que, voilà, quelle place nous devions avoir pour respecter la liberté des personnes que nous accueillons, leur intimité, et à quel moment, qu'est-ce que nous devions dire aux proches, qu'est-ce que nous ne devions pas dire. On était assez embarrassés. Et puis au sein de l'équipe, bien sûr, il y a des personnes pour qui c'était pas évident que deux personnes âgées voilà, vivent un idylle comme ça. Est-ce que c'est bien le moment? Est-ce que ça ne serait pas un peu la maladie qui les amènerait à cela? Voilà, donc nous, on a eu ces questions-là, et on était embêtés. On était embêtés parce qu'on commence à avoir une pression assez importante des enfants. Et en fait, la solution, elle est venue par le couple lui-même, qui un jour a convoqué les deux familles et qui leur a demandé de leur foutre la paix en quelque sorte. Je n'ai pas assisté à la réunion, mais ils leur ont demandé de leur laisser un espace de liberté, de leur expliquer que ça ne remettait pas en cause la mémoire de leur époux et épouse, mais qu'en tout cas, ils avaient envie de vivre ça. Alors, les enfants nous disaient que oui, mais que Robert lui-même avait accompagné son épouse et qu'ils avaient peur qu'il revive ça. Voilà, il y avait toutes ces questions-là. Et puis, lui, forcément, en tant que rescapé des camps, voilà, c'était la vieillesse qui était déjà une première difficulté pour lui, la maladie. Et là, quelque part, là où il y avait une pulsion de vie, on lui demandait d'éteindre un petit peu cette pulsion de vie. Donc, c'est quelque chose qui nous a beaucoup remué, hein, d'autant que ces questions de pulsion de vie, c'est des choses que nous essayons de diffuser au sein de l'accueil de jour. Voilà. Et tout à l'heure, il était question d'identité. Là aussi, on a vu l'identité de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec ce qu'il avait pu nous montrer jusqu'à présent. Alors, la suite, elle s'est passée, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont eu leur espace de liberté, et ils n'ont pas vécu ensemble, mais ils ont eu des temps où le week-end, ils arrivaient à se retrouver. Malheureusement, la maladie a avancé beaucoup plus vite pour Rose que pour Robert, et Rose ne pouvait plus vivre chez elle, donc elle a intégré un EHPAD. Et ce qui s'est passé, c'est que Robert a demandé à ses filles de pouvoir la suivre au sein de l'EHPAD, alors que lui, il allait encore très bien. Là encore, nous soignants, on a accompagné cette histoire. Nous aussi, on a eu beaucoup d'inquiétudes à ce sujet, parce qu'on voyait comment lui pouvait aller dans cette EHPAD. La maladie avançait très vite pour cette dame, il l'aidait à manger, par exemple, dans les derniers temps. Mais il a choisi d'aller à l'EHPAD et de l'accompagner. Quelques mois plus tard, Rose est décédée et Robert s'est retrouvé seul dans l'EHPAD. Les filles nous ont demandé est-ce qu'ils reviennent au sein de l'accueil de jour. La discussion que nous avons eue au sein de l'équipe, c'était que ce ne serait pas très bon qu'ils reviennent dans le même accueil de jour. On a la chance d'avoir d'autres accueils de jour pour la finir dans un autre. Mais le fait est qu'il n'est pas resté très longtemps. Il a rejoint une résidence autonomie. Et puis, quelques mois plus tard, voilà, il est décédé. Alors, au travers de cette histoire, nous avons été amenés à nous questionner sur le respect de l'intimité avec les aînés, comment ces rapprochements qui se font un petit peu naturellement, comment y répondre, et comment l'histoire de Robert et Rose
elle fut particulièrement marquante pour notre équipe. On l'utilise souvent encore comme une espèce de cas d'école, où on est allé au bout du bout d'une relation que nous avons vu naître sous nos yeux. Et elle nous a questionné sur notre place, quelle est notre place de soignant, quelle est notre place en tant que responsable d'une structure, d'un établissement, comment nous positionner vis-à-vis des proches, comment respecter l'identité de la personne sans trahir ni ce qu'ils sont, ni ce qu'ils attendent de nous. Comment se positionner aussi par rapport à, effectivement, deux personnes qui se rapprochent de leur plein gré, visiblement, mais en même temps avec une maladie qui avance plus vite pour une personne que pour l'autre. La question du consentement s'est posée. Et comment nous pouvons-nous être garants du libre arbitre et de la liberté de chacun, malgré la présence d'une maladie neuroévolutive. Voilà, simplement, voilà, je voulais vous faire état de cette histoire qui nous a marqué, qui encore maintenant nous occupe et auquel nous faisons référence lorsque nous avons ce type de situation qui se présente. Merci.